Au sommaire de ce journal, moment historique ce lundi à Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky a été accueilli triomphalement par les populations restées sur place. Les dirigeants américains et chinois se sont mis d'accord sur la ligne rouge à ne pas franchir avec le recours au nucléaire dans le conflit en Ukraine. C'était à la veille de l'ouverture du sommet du G20 à Bali. L'Égypte sur le banc des accusés à la COP27. L'Allemagne dénonce un espionnage global des participants au sommet, ce que refute le pays organisateur. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les populations de Kherson dans le sud de l'Ukraine ont reçu la visite ce lundi du chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Après le retrait des forces russes de la ville, le numéro 1 ukrainien l'a réaffirmé, il est impossible de tuer l'Ukraine. Доброго дня! Бажаю здоров'я, як ви? Для цього було не так приємно, коли бачив, скільки розстріляних домівок, розстріляних звичайних кафе. Це те, що наробила Російська Федерація в нашій державі. Показала всьому світу, що вона може вбивати, але ви, вся Україна, наші Збройні Сили, наша Нацгвардія, наші розвідники показали, що вбити Україну неможливо. Une jeune fille d'origine syrienne a reconnu hier lundi avoir posé la bombe qui a occasionné 6 morts et 81 blessés à Istanbul le dimanche dernier sur l'ordre du Parti des travailleurs de Kurdistan, accusation rejetée par le PKK et les Kurdes. Reportage. L'organisation qui est reconnue comme terroriste par la Turquie mais également par l'Union européenne et les États-Unis a publié un communiqué sur son site internet pour nier toute implication dans l'attentat qui a frappé l'avenue Istiklal ce dimanche. Il est hors de question pour nous, je cite, de nous en prendre aux civils. Le communiqué écarte aussi toute implication des YPG, la branche syrienne du PKK. Autre déclaration, celle de Mazloum Abdi, commandant des FDS, qui nie également toute implication de son groupe et qui présente même ses condoléances au peuple turc. Pour rappel, les FDS, les forces démocratiques syrienne, c'est une coalition militaire activement soutenue par les États-Unis dans le nord syrien dans la lutte contre le groupe État islamique et qui s'appuie très largement justement sur les YPG. Alors quel crédit apporter à toutes ces déclarations? Quand le PKK dit nous ne nous en prenons pas aux civils, c'est vrai en principe puisque généralement l'organisation cible des militaires, des gendarmes, des policiers turcs, mais dans les faits il y a toujours ce que le PKK peut appeler des dommages collatéraux, mais dans les faits le PKK a tué des civils sur le sol turc. Après, il y a encore une autre organisation, les TAK, qui à ma connaissance ne se sont pas encore exprimés, les Faucons de la liberté du Kurdistan, liés directement ou indirectement au PKK, dissidents ou pas du PKK, il y a des débats là-dessus, on ne va pas rentrer dans les détails, mais enfin c'est une organisation qui a aussi perpétré des attentats sur le sol turc, dans des villes turques, y compris ici à Istanbul, et dans leur manifeste, ils disent que cibler le tourisme est légitime, donc s'en prendre aux civils est légitime. Là, on entre dans les détails, dans les nuances, dans les différences éventuelles entre tous ces groupes. Pour la Turquie, c'est plus simple. Tous ces acronymes, PKK, PYD, YPG, FDS, TAK, recouvrent une seule et même réalité, une entité, une mouvance terroriste kurde commandée, dirigée par le PKK, et la Turquie exhorte ses alliés et partenaires occidentaux à voir les choses de la même façon. Dernier point, cette déclaration un peu surprenante d'un responsable officiel turc à nos confrères de l'agence Reuters, qui estime que si la principale suspecte qui a été arrêtée dans l'attentat de l'avenue Istiklal a des attaches avec des groupes terroristes kurdes, des liens, je cite, avec le groupe État islamique ne sont pas à exclure. Déclaration un peu surprenante parce que ces deux mouvances sont idéologiquement, militairement ennemies. Elles se sont fait, elles se font la guerre. Et dans l'est de la RDC, la mobilisation des recrues s'intensifie pour contrer l'avancée de la rébellion du M23 en direction du Goma. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes Congolais, à se porter volontaires pour monter au front. À l'instar de leur gouvernement, les populations congolaises se disent convaincues de l'implication du Rwanda aux côtés du mouvement rebelle. On regarde. Ils n'ont pas encore d'armes, ni de tenue militaire. Et pourtant, dans quelques semaines, ces jeunes Congolais vont partir à la guerre. À leur passage dans les rues de Goma, ils sont acclamés par les passants. Ces centaines de volontaires ont répondu à l'appel du président Félix Tshisekedi pour aller se battre contre les rebelles du M23.
Je suis content parce que nous partons au centre de formation pour devenir militaires, car les rebelles du M23 nous agressent et ils veulent nous prendre notre territoire. Le gouvernement congolais dit vouloir repousser le groupe rebelle du M23 jusqu'à la frontière rwandaise. Kinshasa accuse d'ailleurs le Rwanda d'être directement impliqué dans le conflit, ce que Kigali dément. Nous sommes agressés par le M23, soutenu par le Rwanda. Alors ces jeunes gens n'ont pas accepté, ils ne veulent plus devenir esclaves de qui que ce soit. Direction pour ces hommes, le camp d'entraînement, avant le front. Ce lundi, les combats avaient lieu à seulement 20 km au nord de Goma, particulièrement à Kimumba, où les rebelles du M23 et l'armée congolaise s'affrontent depuis plusieurs jours. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de les attaquer en profondeur. Ils sont en train de reculer et l'objectif des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de ramener cette agression d'où elle est venue. Des négociations ont commencé à Nairobi, dans la capitale kenyane, entre les deux parties pour tenter de résoudre la crise. Mais en attendant, les combats continuent. Et à Goma, la population est inquiète. Beaucoup se souviennent de l'assaut de novembre 2012, il y a tout juste 10 ans. Cette année-là, les rebelles du M23 avaient réussi à rentrer dans Goma, la capitale régionale d'1 million d'habitants, avant de s'en retirer quelques semaines plus tard. Très attendue, la rencontre entre les dirigeants américains et chinois, Joe Biden et Xi Jinping, s'est effectivement tenue à l'ouverture du sommet du G20 à Bali, en Indonésie. Les deux hommes ont tenté de privilégier le consensus sur des dossiers assez sensibles, tels que le nucléaire, la crise en Taïwan ou encore la guerre en Ukraine. TV5 Monde fournit quelques détails sur cette rencontre qui présage une baisse des tensions incontournable. C'est d'abord Xi Jinping qui s'avance, bientôt rejoint par Joe Biden. Une poignée de main et des sourires qui tranchent avec l'état des relations bilatérales, tant commerciales que géopolitiques entre les deux premières puissances mondiales. Ce 14 novembre, l'heure est d'abord aux déclarations de bonnes intentions. Nous partageons la responsabilité, à mes yeux, de montrer que la Chine et les États-Unis peuvent gérer leurs différences, empêcher que la concurrence tourne au conflit et trouver les moyens de travailler ensemble aux problèmes mondiaux. Établir des garde-fous, insiste Biden. Remettre les relations bilatérales en bonne voie, affirme Xi. Le monde se trouve à un carrefour. Il attend que la Chine et les États-Unis gèrent correctement leurs relations. Nous devons travailler avec tous les pays pour apporter davantage d'espoir concernant la paix mondiale, davantage de confiance en la stabilité mondiale et une forte impulsion pour le développement commun. 3 heures de discussion suivies de nouvelles déclarations. Washington attend de Pékin qu'il convainque Pyongyang de ne pas mener d'essais nucléaires, faute de quoi les États-Unis prendraient des mesures défensives. Il ne faut pas de nouvelle guerre froide, dit Biden. Pékin assure ne pas vouloir changer l'ordre international existant. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a bientôt 9 mois, constitue en elle-même le plus grand désordre international depuis 1945. Pékin se dit préoccupé par la situation, sans avoir pourtant jamais désavoué ouvertement la Russie, son allié, pour la guerre en cours. Enfin, Taïwan reste un sujet de tension déclarée entre la Chine, qui la considère sienne, et les États-Unis qui soutiennent l'indépendance de l'île. La seule avancée du jour concerne le climat. Les pourparlers suspendus depuis août vont reprendre entre les deux pays. C'était lors du forum sur la paix qui se déroulait les 11 et 12 novembre à Paris, en France. Le président bissau-guinéen Umaru Sissoko, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, a réitéré devant son homologue français la nécessité d'instaurer des relations de respect entre l'Occident et les pays du tiers-monde. On l'écoute dans ce élément d'Africa 24. Le président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo, comme à son habitude, s'est exprimé sans filtre sur la position de l'Afrique dans le concert des nations, alors qu'il prenait part à la 5e édition du Forum sur la paix à Paris entre les 11 et 12 novembre 2022. Pour surmonter la multicrise dans le monde, thème de ses travaux, le président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest souligne l'importance d'être à l'écoute des véritables aspirations des peuples, au risque de déclencher des crises interminables. Il a dans ce sens cité les interventions de l'Occident à travers le monde
notamment en Libye. Mais le problème de la Libye a causé des conséquences graves pour le Mali, le Burkina, le Niger. Kadhafi était un mal nécessaire pour son peuple et Saddam Hussein était aussi un mal nécessaire pour son peuple. Le peuple vivait bien sous leur régime. Et aujourd'hui, je me demande ce qu'ils sont heureux sans Saddam, sans Kadhafi. Dialogue, respect mutuel entre nations malgré les écarts et les points de divergence, multilatéralisme, tels sont pour le président Embalo les éléments nécessaires à une coopération internationale saine et essentielle pour relever les défis mondiaux et assurer une paix durable. Quand on parle devant l'Assemblée générale des Nations unies, il faut parler sur faire entendre sa voix, que tous puissent faire entendre leur voix. C'est évident que pour moi, ce n'est pas facile quand on m'appelle et qu'on me dit « Écoute, il faut que tu te prononces comme nous ». Ben non, ça ne marche plus comme ça. L'ordre mondial a changé. Les pays BRICS maintenant compte. Il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Algérie, le Venezuela qui vont s'associer aux BRICS. Et peut-être que la Guinée-Bissau y sera aussi si nous avons du gaz ou du pétrole à l'avenir. Mais la plus importante, c'est qu'il y ait un respect entre nous. Même s'il fustige la polarisation autour du conflit en Europe de l'Est, il rappelle l'importance d'un dialogue franc entre les différents protagonistes du conflit russo-ukrainien. La sécurité d'Europe, c'est la Russie. On ne peut pas se passer de la Russie. La Russie est importante pour la sécurité de l'Europe. Et c'est pour ça que Poutine m'a dit que Macron était important pour finir la guerre. Et il faut parler à Zelensky de ça. C'est très facile. Et je le dis parce que c'est la sensation que j'ai eue quand Poutine m'a parlé de toi. Il m'a parlé de toi 3 fois. Il m'a dit à la fin une grande accolade à mon ami Macron, qui a une responsabilité, la responsabilité de finir avec cette guerre. Ainsi, le nouvel ordre mondial perçu par le président Embalo positionne l'Afrique comme une force de proposition et d'assistance pour les défis climatiques, sécuritaires et de développement auxquels le monde fait face. Depuis 2018, le Forum de Paris sur la paix met en lumière des projets ou initiatives de gouvernance en proposant des solutions et des actions concrètes face aux défis mondiaux. En prélude au 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie et qui est prévu pour se dérouler du 19 au 20 novembre à Djerba en Tunisie, la secrétaire générale de l'organisation, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, appelle à redoubler d'efforts pour repositionner la pratique de la langue française, un plaidoyer qui intervient dans un contexte d'hostilité de plus en plus critique contre la politique étrangère de la France en Afrique. Le continent compte pourtant le plus grand nombre de locuteurs du français dans le monde. À l'occasion du 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, la secrétaire générale de l'instance a dénoncé le déclin de la langue française dans les institutions internationales. Lors de l'événement qui s'est déroulé ce week-end à Djerba en Tunisie, Louise Mushikiwabo a exhorté les États membres à redoubler d'efforts pour maintenir l'enseignement de la langue dans leur pays et son usage dans leurs organisations. La langue française, c'est le fondement même de notre organisation. Mais on n'est pas des djihadistes de la langue. On est là pour que la langue française soit enseignée, soit parlée, soit utilisée. Nous avons aujourd'hui 32 pays africains, membres de l'organisation, 19 pays de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde, tous nos États membres, à part la France, ont d'autres langues aussi. Beaucoup de pays qui étaient très axés sur la langue française, aujourd'hui sont ouverts aux espaces nord-américains, l'anglais, le chinois, le turc, l'arabe. Si l'on observe une augmentation de 7% du nombre de francophones dans le monde entre 2018 et 2022, liée notamment à la démographie africaine, les manifestations d'un rejet de la présence militaire française dans certains pays du continent, ainsi qu'une dénonciation de l'ingérence de l'ancien empire colonial, se multiplient dans ces anciennes colonies. La révolte qu'on voit surtout dans la jeunesse francophone en Afrique, pour moi, c'est plutôt une affirmation d'une identité beaucoup plus élargie et une identité multiple aujourd'hui.
c'est une jeunesse qui ne veut pas appartenir à un grand pays, en l'occurrence l'ancien pouvoir colonial. Ce n'est pas du tout un rejet de la langue française. La dernière édition du sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie, a eu lieu en 2018. L'édition 2020 à Tunis ayant été reportée pour cause de pandémie de Covid-19. 88 États et gouvernements composent l'Organisation internationale de la francophonie. 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. Et les choses tournent mal pour l'Égypte. À 72 heures de la clôture de la COP27, l'Allemagne accuse le pays organisateur d'espionnage sur les participants, ce dont se disent surprises les autorités égyptiennes qui soupçonnent une volonté de certains pays développés de faire marche arrière par rapport à leurs engagements pris lors de la COP21 à Paris. Les participants à la COP27 en Égypte sont-ils sous surveillance? Les officiers des Nations Unies chargés de la sécurité du sommet disent enquêter sur les allégations irrélatives. L'alerte aurait été donnée par la délégation allemande. Je n'ai rien reçu du tout de la délégation allemande. J'ai vu des rapports dans les médias, ils sont plutôt vagues, imprécis pour la plupart. À première vue, cela semble ridicule car il s'agit d'un événement ouvert. Alors pourquoi une surveillance fâcheuse existerait-elle dans un tel événement où tout le monde peut entrer, où tout le monde peut écouter, où tout le monde peut entendre ce qui se passe? J'attends donc avant de faire des commentaires à ce sujet. Caméras de surveillance dirigées vers les visages des orateurs, enregistrement supposé des réunions. Le pays hôte est accusé d'avoir mis en place un dispositif de surveillance qui inquiète. Je peux vous dire que certaines personnes à qui nous avons parlé ont dit, du monde en développement en particulier, qu'ils étaient fatigués de ces distractions intentionnelles des questions climatiques, alors que dans le même temps, de nombreux pays développés reviennent en arrière sur leurs engagements dans le cadre de l'accord de Paris et dans le cadre des décisions précédentes. C'est l'interprétation de certaines personnes qui suivent cette affaire. Ces accusations tombent mal pour l'Égypte qui voulait profiter de la COP27 pour redorer son blason, terni par les accusations de violation des droits de l'homme. Passé les tensions entre la France et l'Italie autour du sort des 234 migrants de l'océan Viking, finalement débarqués dans le port de Toulon en France, les deux pays réclament l'arbitrage de l'Union européenne pour déboucher sur une solution viable dans le long terme pour les questions liées à la crise migratoire. La France et l'Italie veulent une solution européenne aux difficultés migratoires. Paris et Rome sont en désaccord depuis la semaine dernière sur le sort du navire Ocean Viking. Le bateau a finalement accosté à Toulon où les 230 migrants survivants ont pu poser pied à terre. Les autorités italiennes avaient refusé d'ouvrir les ports du pays. Le ministre transalpin des Affaires étrangères a relayé cette question lors de la réunion avec ses homologues de l'Union. Nous avons posé sur la table la question migratoire, qui est un problème européen. Ce n'est pas un problème entre l'Italie et la France ou entre l'Italie et l'Allemagne. J'ai été très clair, j'ai précisé que pour nous, le problème doit être étudié et résolu au niveau communautaire. L'Italie demande la mise en place d'un code de conduite pour les bateaux détenus par des ONG. Avec 3 autres pays membres du pourtour méditerranéen, la Grèce, Malte et Chypre, le gouvernement italien a signé une lettre pour demander un mécanisme effectif, juste et permanent de partage de l'effort européen pour les migrants qui arrivent par la mer. Les tensions entre Paris et Rome semblent toutefois s'apaiser depuis l'appel téléphonique entre les deux présidents, Emmanuel Macron et Sergio Mattarella. Selon le droit européen et international, tous les navires doivent débarquer les personnes sauvées en mer dans le lieu de sécurité le plus proche. Un devoir rappelé par la Commission européenne. Le non-respect de cet engagement par l'Italie a provoqué la colère de la France. Officiellement, le nombre des êtres humains vivant sur Terre dépasse la barre des 8 milliards, selon des chiffres publiés ce mardi par les Nations Unies. Un accroissement qui n'est pas sans impact sur l'environnement, comme en témoignent ces explications d'Euronews, qui pointent du doigt le niveau très élevé de pollution dans les pays riches. Notre planète a atteint, selon les estimations, le cap des 8 milliards d'habitants. Une augmentation de la population qui n'est pas prête de s'arrêter. L'immense majorité des êtres humains vit en Asie. L'Europe ne représente que 10% de la population mondiale, 17% pour l'Afrique. Et comme chacun le sait, l'homme a un impact sur son environnement.
Les 10% les plus riches en termes de richesse nette sont responsables d'environ 50% des émissions de gaz à effet de serre et ils ne représentent que 770 millions de personnes dans le monde, explique Raya Moutarak, professeur spécialisé dans les questions de démographie. Les 50% du bas de l'échelle, qui représentent environ 4 milliards de personnes dans le monde, n'émettent que 12% des gaz à effet de serre, souligne-t-elle. Mécaniquement, l'augmentation de la population devrait conduire à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Selon les estimations, le monde pourrait compter entre 9 et 12 milliards d'humains à l'horizon 2100. Mais l'impact environnemental dépend surtout des comportements et des mesures prises par les États, certains faisant mieux que d'autres. Cette carte montre les émissions de gaz à effet de serre par habitant dans chaque pays, et les États les plus peuplés ne sont pas forcément les plus mauvais élèves. L'humanité est capable de s'adapter à certains bouleversements pour fournir de la nourriture, des abris et de l'énergie aux populations en détresse. Mais la question de l'égal accès aux ressources se pose. Les pays les moins développés sont souvent ceux qui manquent de ressources et qui sont aussi les plus touchés par le changement climatique. Avec des moyens financiers modestes, leur capacité à faire face aux catastrophes est limitée. D'après le GIEC, environ 3% de la population mondiale sera déplacée en raison du changement climatique d'ici 2050. Les migrations forcées à grande échelle pourraient fortement compromettre les efforts déployés en faveur du développement. Et ce, même si le monde parvenait à maintenir la hausse moyenne des températures en dessous des 2 degrés, comme convenu par l'accord de Paris. Et les scientifiques préviennent que des scénarios extrêmes avec des températures dépassant les plus 4 degrés de moyenne ne sont pas à exclure. Et pour finir, un mot de l'actualité du Mondial 2022 qui démarre dans moins d'une semaine à présent au Qatar. L'on connaît depuis hier lundi les heureux élus et qui vont composer les équipes du Ghana et de la Tunisie devront participer à la compétition. On en parle dans ce reportage. On connaît désormais les listes des 5 nations africaines qualifiées pour la Coupe du Monde au Qatar. Lundi, le Ghana d'André Ayew dévoilait ses 26 joueurs pour le Mondial. Une liste sans surprise mais marquée par les malheurs des gardiens de but des Black Stars. Deux se sont blessés ce week-end, le titulaire Joseph Wollacott et sa doublure Richard Ofori. A noter la présence d'Iñaki Williams qui a récemment accepté de rejoindre l'équipe nationale et qui pourrait rencontrer son frère Nico qui lui portera le maillot de l'Espagne pendant cette Coupe du Monde. Placés dans le groupe H, les Ghanéens débuteront contre le Portugal de Cristiano Ronaldo avant de défier la Corée du Sud et l'Uruguay. Avant cela, ils auront un dernier match amical ce jeudi contre la Suisse. La Tunisie a elle aussi attendu ce lundi pour présenter son équipe. Le sélectionneur Djalel Kadri s'appuiera sur ses cadres habituels, Youssef Msakni, Warbi Kazri ou Hannibal Mejbri. La seule polémique au pays concerne le poste de gardien de but où Kadri a choisi de faire confiance au vétéran Aymen Matlouti plutôt qu'au jeune Setki Depchi, plébiscité par les fans. Après un ultime match amical contre l'Iran mercredi, les Aigles de Carthage affronteront le Danemark, l'Australie et la France dans le groupe D, avec l'espoir de sortir de la phase de groupe pour la première fois en 6 participations. Enfin, terrible nouvelle pour le Maroc, les Lions de l'Atlas devront se passer de l'un de leurs meilleurs joueurs. Amin Harit s'est gravement blessé au genou dimanche soir avec son équipe de Marseille. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés et ne verra donc pas le Qatar. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain en compagnie de Hadji Raymond. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sur A12.